Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Exagerarlo para Fabinho. Se le escapa la pelota y va Modric. Va. Señoras y señores, va Modric. Va. Habilita a Vinicius. Va Vinicius. Vino para Benzema. LVM, le grand retour. Saison 2, c'est parti, c'est lancé. Après une saison en pleine de réussite. Le retour du ventre mou pour la saison 2 qui commence donc aujourd'hui, en ce 1er octobre. Et bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne. J'accueille Aurélien en triomphe, en fanfare. Bonjour Aurélien. Il y avait des rumeurs à propos de mon décès ou d'une maladie grave. Et pourtant, Il y a eu une maladie il y a grave une et maladie décès, grave, mais mais je suis là. t'es encore là, bien vivant. On aura aussi Cassim dans cette saison 2 qui va faire sûrement des apparitions comme l'année dernière et peut-être d'autres invités qu'on garde en surprise ou tout Le simplement. sniper, celui qu'on appelle le sniper. Voilà. Et les invités surprises, c'est peut-être juste simplement qu'on sait pas encore qui. Ou alors nous avec des voix différentes. Oui, c'est une possibilité ou des accents différents, mais ça peut vite être boycott par YouTube. Mais de toute façon, vu les audiences, ce sera pas dramatique. Saison 2, premier épisode. Pas de thème particulier, pas de focus sur une compétition, etc. ou sur un club, mais un épisode qui va reprendre l'actualité très 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 fournie donc de ces derniers jours, notamment la grosse info qu'on a eue hier avec la fin de la carrière internationale d'Antoine Griezmann, mais aussi la Ligue 1, la Première Ligue et la Coupe d'Europe qui arrive. On a plein de choses à débriefer, à débattre, à analyser. Et ben écoute Aurélien, si c'est bon pour toi, c'est parti. C'était la grosse info de ce début de semaine. Antoine Griezmann qui a mis fin à sa carrière internationale, donc sa carrière en équipe de France. Il continue pour l'instant en club. Il a annoncé ça le lendemain du derby de Madrid, un partout, même pas une semaine après la retraite de Derrick Rose. Est-ce un hasard ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une page qui se tourne pour un des plus grands joueurs de l'équipe de France. On va avoir l'occasion d'en débattre justement. Mais toi Aurélien, là, quelle est la première chose à laquelle tu as pensé un peu ? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris ça ce lundi matin ? Bah, je me suis dit, bon, c'était précipité parce que personne s'y attendait. Mais je me suis dit que bon, c'était sûrement le dernier de cette génération. Là. Il en manque un, mais qui n'est pas joueur, mais coach. Mais Ouais, on c'est en sûr. reparlera après. Mais... Et puis j'ai pas cité Varane aussi qui a pris sa retraite sportive carrément très récemment. Mais Non, oui, je me suis dit que c'était le dernier, peut-être le meilleur à débattre, mais peut-être le meilleur de cette génération aussi. Donc on va dire, quand ils commencent tous à prendre beaucoup de place, donc 2015, l'ère des champs, 2020, l'ère des champs. Et voilà, donc pour rester sur Griezmann, mais juste en général, quand une génération se termine, il y a un coach qui s'en va aussi, donc message. on en avait déjà parlé en fin de saison 1 sur LVM. Oui, c'est sûr que voilà, le pressing va continuer. Alors juste avant donc de débattre un peu de quels sont nos souvenirs, de qu'est-ce qu'on retiendra de Antoine Griezmann en équipe de France, j'ai sélectionné quelques dates un peu pour son parcours. Donc ça commence le 5 mars 2014, sa première sélection en équipe de France contre les Pays-Bas, une victoire 2-0, et il faut attendre un peu moins d'un mois, le 1er juin 2014, donc on est à quelques semaines seulement de la Coupe du Monde au Brésil, pour voir son premier but marqué contre le Paraguay. Un match qui s'est soldé sur le score de 1 partout. Parmi les grandes dates donc, de son parcours en équipe de France, vraiment aujourd'hui on va parler de Griezmann version EDF et pas du tout de version Liga. Le premier élément fondateur, là où il se révèle vraiment aux yeux du monde, ou en tout cas du grand public et de l'équipe de France, c'est la Coupe du Monde 2014. Il marque pas, on a parfois l'impression qu'il a marqué, mais non, il marque pas pendant la Coupe du Monde 2014, mais il est tellement impressionnant, séduisant et prometteur. Ses larmes, on n'oubliera pas après la tête de Mats Hummels en quart de finale. Le gros point, est-ce que c'est la meilleure version ? Je ne sais pas, c'est un de ces joueurs, je pense que tu seras d'accord avec moi, qui ont eu plusieurs primes entre guillemets. C'est l'Euro 2016, un Euro franchement fantastique par plein d'aspects. Mais là encore, une grande désillusion en finale. Ça restera peut-être un de ses plus grands exploits inaboutis, on pourrait dire, à titre personnel. On peut penser aussi à une autre compétition dont on va parler juste après, mais celle-ci, elle a un goût quand même particulier. Et puis 2018, c'est peut-être pas là où il est le meilleur, mais il marque beaucoup, il est très très important, et puis on est champion du monde, quoi. Donc voilà, on peut aussi citer le titre en Ligue des Nations.
Une affaire que je suis obligé de citer, on en reparlera peut-être un tout petit peu si on trouve le temps. Son premier capitanat en équipe de France, c'est le 25 septembre 2022, une défaite face au Danemark en Ligue des Nations. Peut-être aussi un des motifs qui peut expliquer sa décision de cette semaine. Et puis donc le 9 septembre 2024, une dernière sélection face à la Belgique, au Parc des Princes, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'était au Parc OL d'ailleurs, je crois. Ouais, au Groupama Stadium à Lyon. Donc pour conclure cette page, que dire, que retenir, parce que Griezmann c'est incroyable, hein, c'est des buts magnifiques. Je me suis refait la compilation là, tout à l'heure de ses buts en équipe de France. Je sais pas si tu te souviens celui contre la Moldavie en 2020 où Oui. Pogba lui met une passe par-dessus la défense et la reprise de volée. C'est aussi un sens de la passe mais surtout du jeu de tête assez exceptionnel hein, pour son gabarit. Et puis Griezmann c'est des coupes de cheveux tous plus mythiques les uns que les autres et puis des célébrations qui resteront gravées. Qu'est-ce que ça t'évoque toi tout ça? Bah, c'est drôle parce que tu as parlé de 2014, au moment où il est découvert, et il est mis en lumière pour les fans de foot plus ou moins aguerris, mais aussi pour toute la population, aussi parce qu'il a une coupe de cheveux assez folle en 2014, c'est la crête plaquée blanche là. Et après, bah, je sais pas si tu veux directement aller sur les moments importants. Mais Bon, on peut revenir juste rapidement pour finir sur ça un peu les stats. Griezmann c'est quand même en 10 ans hein, seulement d'équipe de France, entre guillemets seulement 10 ans. C'est 137 sélections, hein, ce qui le met sur le podium des joueurs avec le plus de sélections, dont 116 titularisations. Ça fait 10 000 minutes de jeu et c'est 44 buts, ce qui là aussi le case très très haut dans la hiérarchie des buteurs. C'est-à-dire que outre son impact symbolique et son impact dans le jeu, c'est indéniablement un impact statistique. qu'on a moins vu après 2018, parce qu'il a moins marqué, il a moins été ce fer de lance de l'attaque, mais dès 2016, il prend un tournant fou et il devient l'attaquant par excellence de l'équipe de France. Et ensuite, bon, c'est ce qui se passe, il recule, d'autres joueurs prennent le devant là-dessus et il se métamorphose. Mais oui, le moment où il marque le plus de buts, si je dis pas de bêtises, c'est sûrement entre 2016 et 2018, peut-être même dès 2015-2016. Et oui, ça a été un énorme marqueur et c'était... il y a eu une période où il marquait à chaque fois. Ouais. Bon, je voyais la déclaration de Deschamps qui a salué en disant certains disaient que c'était mon chouchou, etc. Je pense que ça l'a été, mais plus que la dimension de chouchou, ça on s'en fout un peu, c'est du hors-terrain. C'est que ça a été la pièce maîtresse du jeu de Deschamps. Il a pu jouer dans l'axe, sur un côté, devant en pointe, presque en milieu de terrain, en relayeur sur la fin. C'est sûr que c'était le premier nom que tu mettais sur la composition, en tout cas un des tout premiers. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des petits creux ou des périodes où il était moins bien, surtout vers la fin ou même avant sa sorte de résurrection avec l'Atlético. Mais il a toujours été incontestable et un vrai leader, quoi. Ouais, et il donnait cette sensation avec Pogba d'une créativité sur le terrain qu'on avait du mal à trouver dans le jeu de Deschamps et qu'on a encore du mal à trouver. Bon, alors ça venait de Deschamps hein, de fait, hein, si Griezmann pouvait autant s'amuser et être autant créatif, ça venait de Deschamps, mais c'est le joueur qui faisait nous dire bon, on crée quelque chose en attaque. Sous l'air des champs quoi. Parce c'est qu'on clair. a du mal à voir. Voilà, on aura bien le temps d'en reparler, mais c'est sûr que ça va être un joueur extrêmement compliqué à remplacer, même si on a des talents prometteurs en équipe de France. C'est vraiment ce mec qui rend meilleur les autres. J'écoutais un podcast, le Club des 5 pour ceux qui connaissent, qui a interviewé Timothée Kolodziejczak. Vous allez me dire rien à voir avec le sujet du jour, mais il a joué avec Griezmann quand il a fait ses toutes premières sélections en équipe de jeunes, je crois que c'est en U17 si je dis pas de bêtises, et c'est ce qu'il explique. On se dit c'est qui ce mec qui joue alors en deuxième division espagnole, on le connaît pas, il a jamais joué, machin, il est un peu inconnu du système formation français, etc. Et il dit premier entraînement, tu sais direct que le mec il va être un grand joueur parce que il fait ce que très très peu d'autres joueurs font, même au tout meilleur niveau. Il rend tout le monde meilleur et en ce point-là, bah moi je le dis, c'est vraiment un des joueurs qui m'a fait aimer le foot, quoi. Franchement, c'est vraiment une page qui se tourne. Et justement, tu as dit donc ce que Kolodziejczak a dit sur ça va être un grand joueur. Et j'aimerais bien avoir ton avis si tu penses qu'il a fait le maximum de ce qu'il aurait pu faire en tant que joueur de l'équipe de France. Est-ce qu'il a vraiment accompli, est-ce qu'il est vraiment allé jusqu'au bout de ce qu'il aurait pu faire? Alors, bon, puisque le sujet c'est l'équipe de France, je pense qu'en club, à part le Barça, il y a une petite astérisque sur le Barça, mais déjà c'est exceptionnel. Je pense qu'en équipe de France, oui. Alors certains vous diront oui, mais il perd une finale d'Euro et une finale de Coupe du Monde, donc il perd 2 des 3 finales, etc.
Mais le football, c'est un sport collectif. Et il les perd pas. Bon, tu vas me dire, en 2022, il fait pas une bonne finale du tout, hein, à titre individuel. Moi, je pense qu'il a énormément donné et que s'il arrête aujourd'hui aussi, avant d'être complètement cramé, c'est peut-être parce que voilà, il veut pas qu'on garde une image de lui comme un joueur qui a vraiment eu du mal sur la fin. Quand il a été sur le terrain, il nous a fait briller. Donc, moi, si c'était à refaire, je referais tout pareil, hein, franchement. Après, voilà, on aurait préféré gagner les finales, mais franchement, je pense qu'il a été au moins à la hauteur de son potentiel et que c'est pas comme certains joueurs qui, malgré leur carrière exceptionnelle, on peut avoir des regrets. Je pense à Pogba, hein, par exemple. Là, pour tout vous dire, devant moi, je vois Griezmann et Pogba à l'Euro 2016. Voilà, je pense qu'il a fait son maximum. Alors, la question que je voulais te poser, moi, c'est quelle image, quelle version de Griezmann tu dois garder si tu n'en gardes qu'une? Voilà, on en parlait à l'instant. Pour moi, il y a un match qui le fait passer dans une autre dimension. C'est le match contre l'Islande des quarts de finale 2016. Le piqué incroyable. Voilà, où on se dit, où il met un doublé, je crois. Ouais, où et on il se fait une dit, passe aussi. Ouais, pour Giroud peut-être du coup. Parce que Je l'ai plus là, exactement. où on se dit que là, à partir de maintenant, on est invincible, quoi. Bon, de fait, on a connu des défaites après, mais après des poules un peu compliquées où on a vu personne vraiment ressortir à part le but de Payet, etc. Là, et un des huitièmes compliqués aussi. Ouais. T'as un match où on domine comme on devrait dominer chez nous face à une équipe faible, mais on le fait de manière si parfaite en fait, et ça vient avec un Griezmann qui est le visage de cette victoire et qui joue avec la manière dont il va jouer jusqu'en 2018. Et donc oui, il y a les ballons piqués, les passes parfaites, des profondeurs, il y a 2 ou 3 coups de tête qui rentrent pas, mais pour moi c'est ce match-là où il représente une France qui est invincible, quoi, et qui va dominer le foot mondial pendant 4-5 années après, quoi. Ouais, ok. C'est marrant parce que moi j'ai presque la même réponse. On s'est pas concerté avant, hein, pour tout vous dire. Il y a plusieurs mentions honorables que j'ai vraiment envie de citer. Tu parlais du huitième de finale juste avant l'Islande. C'est lui, on est complètement au fond du trou en huitième à domicile face à l'Irlande. On se fait marcher dessus et il nous met un doublé en quelques minutes. Même dans cet Euro 2016, hein, on peut citer son coup de tête contre l'Albanie en fin de match. Pareil, hein, en 2018, il n'a pas forcément une performance qui sorte du lot véritablement. Enfin, en tout cas, moi, je pense pas. Si ce n'est peut-être contre l'Uruguay, mais bon. Ouais. En même temps, c'est un match assez bizarre. Et même plus tard, en 2022, là, à nouveau, il est central. Mais moi, vraiment, toi, tu as retenu le quart de finale. Moi, quand on me dit Griezmann, équipe de France, je pense à la demi-finale. Ouais. Face à l'Allemagne, dans un vélodrome chaud bouillant, dans une revanche d'un match qui l'a traumatisé, hein, il l'a dit 2 ans auparavant. Il a changé de statut entre-temps, et les 2 buts qu'il met ne sont pas les 2 plus beaux buts de sa carrière. Un penalty généreux et un but un peu arraché de la semelle face à Neuer qui rate sa sortie et il lui met entre les jambes. Mais sur ce match-là, comme tu disais, à partir du moment où on a battu l'Islande, on s'est senti invincible. Je l'ai senti, moi, intouchable sur ce match. C'est pas le seul joueur à avoir été bon ce jour-là, c'est pas le seul à qui on doit la victoire, mais t'avais l'impression qu'il était en état de grâce et qu'il pouvait rien lui arriver. Il termine meilleur buteur avec 6 buts de l'Euro 2016, meilleur joueur. Il aurait pu avoir un ballon d'or, en 2016 ça peut se débattre, en 2018 encore plus sûrement, mais cette version-là, elle était injouable, quoi, franchement. Et ça peut être un avis, on va me dire oui c'est biaisé parce que t'es français, t'es pas objectif, etc. Griezmann 2016, il a rien à envier à Neymar, selon moi. En termes de dribble, oui, évidemment, Neymar est beaucoup plus fort, mais dans la globalité, pour moi, Griezmann n'a rien à envier dans cette version-là à Neymar 2015 ou même Neymar 2014. Et c'est intéressant parce que 2016, parce qu'on a beaucoup parlé de la notion de sacrifice, mais qui pour moi, il a eu ensuite, en fait. J'ai l'impression qu'en 2016, il avait pas ce rôle de se sacrifier pour les autres, même pas vraiment celui de faire le sale boulot, aussi parce qu'il y avait des gens derrière, hein, il y avait Kanté, Pogba, et Sissoko parfois qui rentrait. Matuidi mais aussi. Exactement, Matuidi c'est un bon exemple. Il avait pas ce rôle de sacrifice, il avait ce rôle du jeune talentueux qui vient tout exploser en fait. Ouais. Et c'est un truc que comme les gens vieillissent, il prend un rôle de vétéran, de celui qui est pas censé faire d'erreur, mais il a eu
ce rôle, et c'est là où il a été sûrement le plus impressionnant, de la jeune pépite à qui tout réussit, quoi. Ouais, très clairement. C'est vrai que, ouais, il avait une insouciance encore en 2016, un côté hyper attachant, même en dehors de son côté ambianceur, en dehors du terrain. C'est un mec qui transpire la gentillesse et l'honnêteté. Et voilà, il n'a pas eu que des fans, même s'il y a quand même pas beaucoup de personnes en France qui sont détracteurs d'Antoine Griezmann. Mais ouais, franchement, je trouve que c'est peut-être le plus beau compliment qu'on puisse lui faire, mais c'est un joueur qui te fait aimer le foot et rien que pour ça, c'est fantastique. Alors après toutes ces éloges, il faut quand même faire. Après, on est à chaud, donc on n'est pas forcément hyper objectif. Peut-être que dans 10 ans, on dira pas la même chose. Mais donc, justement, c'est l'intérêt de répondre là maintenant, à l'instant T. Quelle hiérarchie, où est-ce qu'on le positionne au panthéon du football français? Parce qu'il est au panthéon du football français, évidemment. Moi, ça va pas être compliqué, hein. Mais dans quelle hiérarchie? Moi, c'est simple. Je vois pas pourquoi est-ce que je regretterais ce que je dis, mais pour moi, il est deuxième, tout simplement. Deuxième. Avec un Zidane qui est intouchable parce qu'il a eu un statut différent, même à son retour, etc. Mais non, moi, j'avoue pas trop voir vraiment quelqu'un devant lui. Il y a eu des gens, mais Moi, maintenant, on peut parler de Platini, on peut parler de Thierry Henry, de Saï, de personnages comme ça, mais moi j'essaye de pas trop regarder en arrière et de me dire là c'est du passé, maintenant tous les gens du passé on peut les mettre côte à côte, et j'avoue déjà penser que la génération qu'on a eue là fait partie des meilleures, et sûrement pour moi peut-être la meilleure ou la seconde meilleure avec celle de 98 ou même 2006 qui est bien aussi. Et je me dis, c'est le fer de lance de cette génération, c'est celui qui a le plus montré, le plus talentueux. C'est un joueur qui a su se métamorphoser en équipe de France au fil des périodes, qui a fait parmi les plus grandes actions de l'histoire de l'équipe de France, qui a été présent dans les plus grands moments, qui nous a remporté le trophée le plus important. Bon, voilà quoi. Ok, moi à titre personnel je le mets 2 bis. En tout cas déjà avant de plus parler du top 3, je pense que, alors surtout qu'on ne peut pas vraiment intégrer les joueurs qui jouent encore, on verra Mbappé quand il aura fini. Après dans le contexte actuel c'est assez difficile de parler de Mbappé sans éveiller les affects, etc. Mais je pense que ce sera le sujet d'autres débats, il ne faut pas être non plus trop dur avec lui et lui faire porter toutes les responsabilités de tout, hein. J'ai entendu dire, voilà, si Griezmann il prend sa retraite aujourd'hui, c'est aussi à cause de Mbappé. Non, je pense pas. Moi, peut-être qu'il y a une part de ça, mais je ne pense pas. En revanche, voilà. Déjà, je vais commencer par les gens que je vais critiquer. On va parler du négatif. Ceux qui disent Thierry Henry devant. On parle pas de carrière globale, là. On parle d'équipe de France. Thierry Henry en équipe de France, il est au Panthéon, hein. Il est top 10, c'est pas 10ème, hein. Pour moi, il n'a pas été aussi marquant que Griezmann. Il n'aura pas été autant le symbole d'une génération. Il n'aura pas. Quand Thierry Henry gagne, c'est pas lui le meilleur de l'équipe. Non. Là où Griezmann est le meilleur. Il a été porté. Et il y a eu des périodes où il a eu la chance, en tout cas la possibilité d'être le meilleur joueur. Et c'est pas les meilleures périodes de l'équipe de France. Non, mais puis surtout, regarde, si tu prends Thierry Henry, 98-2000, il est encore hyper jeune. Oui. Donc c'est pas lui en fait. Mais bon, il est là quand même. Voilà. En 2000, très bien. Là, franchement, il a une belle part de responsabilité aussi. Rien à dire. 2002, flopesque. 2004, flopesque. 2006, là, ils vont en finale de Coupe du Monde. Mais tu peux pas dire que c'est le meilleur joueur de l'équipe quand il y a un monsieur chauve là qui joue de façon comme personne n'a joué voilà. en France. Et ensuite, 2008-2010, c'est des échecs. Il y a quand même beaucoup trop d'échecs pour qu'il soit troisième. Statistiquement, c'est très fort, mais c'est pas le même poste. Et finalement, Griezmann, il finit pas loin en termes de buts, et il a plus de sélections, etc., avec une plus forte longévité. Je pense pas. Bon, après, on peut dire juste Fontaine, etc., mais quand même, ils ont pas eu le même impact. Ils ont eu des one-shots plus phénoménaux, même Copa, ou si tu remontes plus récemment, tu as cité des noms. Moi, je pense que pour l'instant, on n'a peut-être pas assez de recul, mais moi je le mets troisième, là où comme toi je dis que Zidane est au-dessus parce que c'est une icône, c'est un mec qui a bouleversé le football français. Je pense que Platini est devant, parce que Platini pareil, c'est de loin peut-être encore plus que Griezmann le meilleur de sa génération. Ah oui. On parle de la carrière en sélection, mais les ballons d'or participent à la sélection, il a 3 ballons d'or. Il fait gagner la France pour la première fois dans un tournoi international en portant l'équipe en 84. Il met son doublé en finale. Il est intouchable.
il a tellement apporté au foot français que voilà, on a parfois un peu tendance à déboulonner les plus vieilles statues parce qu'on n'a pas connu, parce qu'on n'a pas d'image, parce que le jeu était moins beau, moins fluide, etc. Mais je pense que Platini est juste au-dessus. Mais qui l'aurait cru quand il aurait commencé en 2014, C'est qu'on ça. dirait là il est à la table de Zidane et Platini sur la carrière en équipe de France. Donc Voilà, moi je suis chapeau. je suis d'accord avec toi que voilà, on est d'accord sur le fait que il faut pas déboulonner les vieilles statues, mais il faut commencer à en construire pour certains. Et je pense que bon, quand le temps aura passé, ce sera accepté, en tout cas j'espère qu'il est dans ce grand top 3, le Mont Rushmore, comme on dit aux États-Unis, de ces joueurs-là. Après, je pense qu'on a effectivement tendance parfois à sous-coter les anciennes légendes, mais aussi qu'on a une sorte d'entre-deux, des gens qui sont pas assez vieux, mais juste assez pour on fantasme sur eux, et que ça fait que des fois on a tendance quand même à dire un peu n'importe quoi sur les plus récents, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire que Griezmann est meilleur que Thierry Henry, parce que tu vois, Thierry Henry c'est pas assez loin pour comme Juste Fontaine, mais c'est assez éloigné pour qu'il y ait des gens de 30 ans qui fassent une crise cardiaque si on dit quelque chose comme ça, alors que le fait est que Griezmann il a une plus grande carrière en équipe de France que Thierry Henry. Et après, il faut reconnaître que c'est générationnel aussi. bien sûr. Quand on dit 2016, on fait que des éloges, c'est aussi parce qu'on a 11 ans. C'est le moment où peut-être on vit le foot avec le plus d'intensité, où on est le plus irrationnel dans notre consommation du foot. Et donc, c'est fantastique. Mais moi, je pense qu'on peut dire avec des faits, avec des statistiques, Voilà. etc., que Griezmann, il est top 3. Peut-être que Mbappé, il viendra le sauter s'il gagne une autre Coupe du Monde, etc. C'est pas impossible. Hein. Il faut être objectif, parce qu'évidemment, des gens te diront encore que Barthez est le meilleur gardien de l'histoire de l'équipe de France. C'est possible. Hein. Ouais. Ça, Au bout d'un- ça se discute. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que En tout cas, c'est pas Maignan. Hein. moi, je trouve que souvent, les gens sous-cotent les joueurs actuels. Oui, mais Ou c'est très aussi, récent. parce Mais- que. Mais ça, c'est normal. Parce que les légendes ont un Ça, c'est certain normal. statut, Mais- évidemment. Puis c'est aussi Donc- parce que les gens qui parlent football, notamment dans les médias, c'est des gens qui ont été. Comme Non, nous, c'est c'est- 2016 ou c'est c'est pas 98. C'est pas faux. Voilà, donc c'est sûr Donc, que quand tu veux sur dire le qu'on pla- on deviendra des vieux cons qui diront n'importe quoi. Non, mais on aura une différente sensibilité. Je pense que si on demande aux gens de la génération de nos grands-parents de faire un top 3, ils mettront peut-être Platini premier. Tu vois. Et ils mettront pas Zidane. Pour autant, je pense que nous, avec notre regard d'aujourd'hui, Zidane il est premier. Et puis voilà, C'est pour ça comme qu'il faut essayer de se battre contre ça. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est que tu as des gens de notre génération qui, eux aussi, peut-être par leurs parents, entretiennent cette idolâtrie des légendes qu'ils Ouais. n'ont jamais connues. Ça, c'est quelque Ouais, chose ben d'amusant moi, quand même. oui. Moi, j'y participe un petit peu. Oui, mais, Sur celle de Zidane, par exemple, je Mais l'ai pas vu jouer en direct. oui, mais tu es capable de garder une objectivité quand il le faut. Ah tu oui, vois. oui, Là, ce bah, qu'on a dit sur ouais, Thierry Henry, il y a des gens de notre âge qui n'ont presque jamais vu Thierry Henry jouer, si ce n'est à New York, qui Et encore, ils regardaient pas les matchs de New York. voilà, qui sauteraient de leur canapé en entendant ce qu'on est en train de dire, tu vois. Oui, bah ils peuvent sauter, c'est chacun son avis après. Je dis qu'évidemment qu'on est pris par un grand sentiment de nostalgie, mais qu'on peut essayer d'être objectif autant qu'on peut en tout cas. Ok, bah en tout En cas, moi disant je que pense Thierry qu'on Henry, ouais, on peut conclure sur cette histoire de classement en disant que ce soit Platini, Zidane ou Griezmann, ils auront fait l'unanimité par leur leadership comme peu d'autres l'auront fait. Hein. Et on parlera d'Mbappé quand il aura fini sa carrière, il sera largement au-dessus statistiquement, il aura peut-être un meilleur palmarès, etc. Mais il aura jamais fait autant l'unanimité que ne l'a fait Griezmann, et l'ont fait par le passé Platini et Zidane, chacun à leur époque. Et moi, un petit message, on n'a rien fait pour lui, mais bon, c'est normal, mais j'aurais aimé que Pogba soit 4ème de la liste des plus grands français, mais bon, Mais il le sera pas. il le sera pas. Je suis pas sûr qu'il soit top 10. Non, malheureusement, peut-être pas. En revanche, il est top 3 des plus grands what if, C'est de sûr, et l'équipe de puis France. si on prend une sorte de ce qu'on peut appeler maintenant, comme c'est fini, une sorte de prime en équipe de France, en niveau pur qu'il a Allez, eu, ouais, c'est 2016-2018. moi, c'est un des plus grands joueurs que j'ai vu Ouais. en équipe nationale. en Ouais, tout mais cas. tu vois, Pogba, ce sera un joueur qui dans 20 ans sera surcoté. Putain. Le souvenir qu'on en À part aura. moi, malheureusement, je pense. Oui, ah non, mais bah, là, clairement, ça va être notre génération. Je serai une sorte de Samuel Eto'o. Tu regardes ses highlights. Bah après, enfin, voilà quoi. Le truc, c'est que. Le seul qui peut rivaliser avec lui en termes de gelon, c'est Corentin Tolisso. Non, mais ce qui est amusant, c'est que bon, les gens pourront toujours regarder les matchs en entier, mais il y a des gens qui ont tellement des gros highlights
que les personnes qui n'ont pas vu les matchs en entier se disent bah voilà, c'est juste des highlights. Ah alors, ouais, que, le charisme de Pogba, il est inégalable. alors que putain, tu regardes. Moi, j'ai vu des matchs où je me disais, mais j'ai jamais vu ce mec, quoi, ce truc, c'est pas possible, quoi. Ouais. Et mais bon, dans 20 ans, putain, je serai sur mon banc tout seul. On sera sur le ventre mou saison Oh là là. 22. À parler de Pogba, 65 ans, encore dopé, putain. Non, mais certes, lui, il est très bon. Après, théoriquement, je pense pas. Théoriquement, Lamine Yamal, il peut encore être professionnel. Non, attends. Ah putain, ouais. Mais je pense pas, quand tu commences si tôt, tu Mais finis alors, plus tôt. si tu crois que. Enfin. Je veux dire, on aime bien Lamine Yamal, mais on n'est pas non plus à faire des TikTok fans sur lui, quoi. Donc Non. je pense pas que dans 20 ans, on défendra Lamine Yamal, même s'il joue encore. Bah, s'il a 3 Coupes du Monde et 6 Ballons d'Or, Je sais pas. je pense pas non plus. Bon, bah voilà, pour la page Griezmann, c'était quand même, je pense, assez important de lui tirer notre coup de chapeau. Ayant été pris un petit peu par le temps, on va repousser à une autre semaine notre débat sur la Ligue 1, mais il est un petit peu intemporel, donc ça pose pas de soucis. Et on va introduire une toute nouvelle rubrique qui fait son apparition pour cette saison 2. Il y en aura d'autres qui vont apparaître dans les prochaines éditions, dans les prochains épisodes. C'est donc parti pour la rubrique du joueur de la semaine. Alors dans cette rubrique, on a sélectionné un joueur qui nous a particulièrement attiré et impressionné ce week-end. Et le premier, pour inaugurer cette nouvelle série qui mérite franchement son titre d'inaugurateur, c'est un joueur de Première Ligue. Je te laisse le décrire sans le citer d'abord, un peu, pas des arguments un peu fallacieux. Probablement le meilleur joueur anglais actuellement. Ça n'est pas un joueur madrilène que vous connaissez tant sur TikTok, c'est quelqu'un de très laid. Boulaya pour les gens de Twitter. C'est exactement. Et puis Une victime de la révolution industrielle. qu'on verra encore briller toute la saison sans aucun doute. Collectivement, on espère un peu plus. Ouais. C'est peut-être la plus grande question. Mais non, un joueur trop bien. Prénom en 4 lettres, on aime bien Un changer métis. la quatrième. Oui, un métis, le plus blanc des Congolais. Veuillez accueillir dans la place Cole Palmer. Cole Palmer qui donc a inscrit un quadruplé en 20 minutes ce week-end. C'était face à Brighton, à Stamford Bridge. 4 buts et une panoplie de ouf. On a quand même un tap-in, un penalty, un coup franc. Attention, je pèse mes mots. Je dis pas qu'il a le même niveau dans ce domaine, que machin, etc. Je ne le compare pas. Je dis juste que sur ce coup franc précis, il y a du style Lionel Messi. Eh oui, Je pèse mes mots, il a tiré le pied est à la brossé de la technique. même manière. Oh là 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 là. c'est sûr. Et un 4e but. Il aurait même pu en mettre 5, parce qu'en deuxième mi-temps, il touche peut-être même le poteau. Non, il touche le poteau au tout début, avant son premier but, et il rate un face-à-face dans le deuxième acte. Mais franchement, Cole Palmer, depuis le temps qu'on en parle. Alors, dans l'émission, on n'en a pas parlé beaucoup, parce que voilà, on n'a pas le temps. Mais à titre personnel, j'en parle depuis qu'il est à l'Académie de Manchester City. Pour le coup, voilà, on peut dire que c'est un peu le bandeur des réseaux, etc. Machin. Mais oh là 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 là, quel joueur à voir. Alors moi, pour parler découverte, moi c'est un peu ridicule, mais sur jusqu'à, je sais pas, FIFA 21, il n'était pas encore connu, mais j'avais pour habitude de chercher les joueurs jeunes prometteurs sur FIFA qui À avaient, prendre en prêt. alors encore pire, qui avaient leur face scan, qui avaient des visages modélisés. Et Cole Palmer a son visage modélisé avec des curly depuis FIFA 21 parce que c'est un joueur de City, et donc je le prenais à 67 de général, et de fait il avait déjà un bon potentiel. Donc quelle surprise cela a été quand j'ai découvert que ce mec que je venais faire venir à Brest en prêt avec option d'achat 1 million devenait le meilleur joueur anglais actuellement, quoi. Après ça, on peut le débattre, c'est peut-être pas aussi tranché que tu le dis, mais Je sais sans pas, aucun doute un des tout meilleurs. Mais en fait, moi, ce que j'adore chez lui, c'est que il a une belle paire de 1-1. Il a peur de personne, il a peur de rien. La preuve, il a jamais raté de penalty dans sa carrière en professionnel. Il a 15 sur 15. Le dernier qu'il ait raté, c'est contre Arsenal à l'époque où il était à l'académie. Il a une sorte d'insouciance, mais il fait pas gamin non plus dans son jeu. Et puis surtout, oui, c'est vrai. Et puis surtout, il est, il a vraiment aucune dégaine, mais qu'est-ce qu'il est fort. Il est beau à voir jouer et c'est pas juste des stats, bien au contraire.
Il a une participation au jeu de fou. Enfin, là, il gagne 4-2, mais s'ils n'ont pas Nicolas Jackson en attaque, il fait 2 passes décisives aussi. Ouais. Il a une science de la passe, une science du but. Il y a une des tentatives de passe décisive qui est folle, hein, une sorte de centre en profondeur magnifique qui sort de nulle part. Le pied, il est brossé. Mais moi, alors, c'est amusant, c'est que c'est pour dire à quel point il a changé de statut vite. C'est que si on m'avait demandé qui cette saison aurait été capable de faire ce qu'il a fait, eh ben, j'aurais jamais dit Erling Haaland, j'aurais dit lui, quoi. C'est que malgré le fait qu'il est pas buteur et que ça devrait pas et que Haaland est celui qui marque le plus surtout et en début de saison, il pourra pas le concurrencer en termes de nombre de buts. Et ben aussi parce qu'on sait qu'il a été capable de faire ça l'année dernière dans une équipe aussi spéciale, aussi pourrie. Et ben en fait ça m'a tellement peu étonné. Ça m'a étonné parce que c'est la première fois dans l'histoire, mais si ça devait être fait par quelqu'un, ça devait être lui, quoi. Ouais, putain, mais il respire la facilité. On parlait de Griezmann juste avant. Je suis pas du tout de dire qu'il faut qu'il ait une trajectoire à Griezmann, que c'est le même style de jeu, etc. Mais c'est ce genre d'un peu offensif. On sait pas trop exactement leur poste. Blanc, frêle, peu corpulent, qui putain il pue le foot, quoi. Oh là 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 là, tu le vois jouer. Il a un pied, quoi. Wow. Ah ouais, non mais je repense, moi j'ai regardé contre Wolverhampton en début de saison. Des fois je suis un peu maso, je m'inflige des matchs de Wolverhampton un dimanche après-midi. Il était malade, il revenait de blessure, on savait pas s'il allait jouer, il était pressenti pour jouer que la première mi-temps. Le mec il est pas bon, on le voit pas, mais hop, il prend le ballon, il se retourne, contrôle orienté, il est le bleu gardien. Tu vois, il est très très impressionnant, et moi je me dis, ce joueur-là, il a à mon avis encore un gros potentiel à améliorer. Enfin, je le vois pas. Je le vois pas limité sur certains points où des fois, voilà, par exemple, je prends Phil Foden et pourtant j'aime beaucoup Phil Foden. Hein. Et puis c'est compliqué d'être à Manchester City. D'ailleurs, Palmer, il en a fait les frais à un moment donné de sa carrière. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va rester un peu éternellement un très bon joueur, mais il y aura toujours de la frustration autour de ce joueur. Pareil pour un Grealish ou quoi. Alors que Palmer, pour moi, il a le potentiel pour aller plus haut. Hein. Oui, alors, est-ce qu'il y a des contextes, hein, c'est ce que tu as dit, mais le fait est que Foden a quand même eu, notamment l'année dernière, il est meilleur joueur de première ligue la saison dernière. Voilà, et il a une liberté aussi à Manchester City, Foden, parce que c'est vrai qu'on parle du système Guardiola qui peut un peu restreindre la créativité, mais de fait, quand tu regardes les matchs l'année dernière de City où Foden fait une grosse saison individuelle, comme tu l'as dit, et ben mine de rien, t'as l'impression de voir quand même un plafond qui est super, mais qui est pas du tout celui de Cole Palmer, quoi. Ouais, non, c'est fou. Et puis c'est vrai que dans cette équipe de Chelsea où on n'a aucune certitude constamment, et d'ailleurs Maresca il fait du très très bon boulot depuis le début de saison, parce que dans le contenu c'est sympa, alors ils prennent beaucoup de buts mais ils en mettent beaucoup, ça joue, ça gagne, ils sont dans le top 4 pour l'instant. Finalement, bon, va falloir voir comment il va gérer cet effectif pléthorique, hein, pour être un suiveur de Lyon. C'est un peu la même chose à Lyon dans une moindre mesure. Voilà, à noter, là on s'éloigne un peu de Palmer, mais on profite ensemble pour en parler de Chelsea. Je sais pas si on le fera beaucoup cette saison. Jadon Sancho, qui prouve encore une fois que le problème c'est Manchester United. Ouais, il fait un bail de 6 mois à Dortmund, il est super bon. Il revient, ça se passe à nouveau mal, il l'envoie à Chelsea. Il enchaîne les passes décisives, il est bon dans son registre. C'est vrai que tu as beaucoup de choix, hein, sur les ailiers. Tu peux penser à Madueke, il y en a d'autres. Hein. Ouais, forcément, tu te dis, bah voilà, dans même une équipe... un Cucurella qui commence à... Ouais, même un Malo Gusto. Ouais, Malo Gusto, très très bon. Tu te dis, voilà, dans cette équipe, on sait jamais qui va être dans le 11, à une exception près. Cole Palmer sera sur le terrain. Et encore une fois, c'est pas un mauvais joueur, c'est un peu un Darwin Núñez, même si moi je préfère Darwin Núñez. Si il a quelqu'un d'autre que Nicolas Jackson à la pointe de l'attaque, mais là il double son nombre de passes décisives, parce que c'est incroyable des fois ce qu'il rate, et puis la qualité de son jeu, c'est vraiment un zéro dex player par excellence, quoi. Comment tu peux avoir autant de potentiel, d'argent, etc. et avoir une coupe de cheveux aussi dégueulasse? C'est vrai que moi je le vois rester encore à Chelsea. Ah bah là, vu le contrat... Comment est-ce que ça va tourner autour? Est-ce que Nicolas Jackson, il est un peu en sursis, là, hein. C'est-à-dire que... Je sais pas, hein, ils ont l'air de bien l'aimer quand même. Mais parce que t'as aussi un truc de communication d'un personnage amusant, comme t'avais avec Cucurella, mais qui lui au moins suit un peu. Ouais, mais d'accord, mais bon... Après, je sais qu'Nkunku, c'est pas un vrai neuf, mais bon, moi je préfère voir Nkunku. Moi aussi.
mais je vois pas où va Nicolas Jackson. J'ai du mal à voir un potentiel qui est pas réveillé, tu vois. J'avoue être un peu inquiet là. Donc à voir comment est-ce qu'on va l'entourer. C'est vrai que c'est un des effectifs les plus bizarres qu'on a actuellement, mais ça a une meilleure gueule. Et après, moi, il y a une autre question qui est importante pour moi, c'est la sélection. Ah, mais la Parce que sélection quand t'es anglaise, en Angleterre, il y a de quoi faire. Donc, ouais. parce que c'est censé Il y a être de une la- grosse sélection. Il y a de la concurrence à ce poste-là. Mais on peut peut-être faire un peu un parallèle avec l'Allemagne où le risque c'est qu'ils se marchent un peu dessus, comme les Wirtz et Wirtz, Musiala. Musiala, bah, même dans une moindre mesure, tu prends les autres, hein, Gnabry, Havertz, Müller, etc. Où t'as l'impression que t'as que des milieux offensifs, quoi. Parce que là, en Angleterre, t'as Bellingham, t'as Foden, t'as Saka, t'as Palmer, du coup, t'en as encore d'autres. Grealish, Ouais. Ouais, Rashford. Enfin, on peut en citer plein, mais il est pas si mal, Ouais, Rashford. Bah, c'est d'accord. juste que United est horrible, mais bon. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, pour conclure cette premier épisode, parce que c'était quand même le but de parler de Palmer, je pense qu'on l'a bien fait. C'est un joueur là, franchement. Tu sais, des fois on dit. D'ailleurs, on faudrait qu'on y réfléchisse. On parlait en privé, je sais pas pourquoi on en parle maintenant. De comment on pourrait le tourner. Cette idée de faire peut-être en début de saison l'année prochaine ou à la mi-saison, là, quand on lancera, après la trêve de Noël. Les takes sur. Bah, de prendre toutes les grosses équipes et de dire qui est le joueur qui nous Ouais. fait cliquer Ouais. sur l'équipe. Moi, dans une soirée enfin une après-midi de première ligue plutôt, parce qu'il y a la Coupe d'Europe, mais bon, la Conference League il est même pas inscrit sur la liste. Quels joueurs font cliquer? Moi, Palmer il me fait cliquer sur Chelsea direct. Quand je vois Chelsea dans les propositions, moi je clique, hein. je clique. Si on le fait avant le début de la saison, en plus, ça peut donner des trucs amusants à la fin, je pense. Des Ouais. joueurs qu'on attend qui se fument la cheville pendant 8 mois, des ouais. mecs pourris, ça peut être très drôle. Ouais. Ouais, ça peut. Qui va te faire cliquer sur Nice cette saison? Terram Moffi. Non, putain. Ouais. Non, moi, Ce genre de take un peu Putain, désastreux. exactement, bah, j'aurais pu dire ça en plus. Ouais. Boga aussi. Non, hein. t'aurais dit Boga. Ndachimie parce que tu veux faire le mec différent. Non, bah après, c'est un de nos meilleurs joueurs. Mais j'aurais par contre, c'est vrai que j'aurais dit Boga qui va sûrement encore visiter l'infirmerie. Ouais. J'aurais pu dire Mikotadze pour Lyon. Ah putain, ouais. Non, moi je clique pour voir Malik Fofana. Voilà donc pour ce débat. Ça- Attention, hein, restez branchés. Malik Fofana, il peut arriver dans cette rubrique dans les prochaines semaines. On ne sait pas, je ne suis absolument pas objectif. On passe donc à la troisième et dernière rubrique de ce podcast pour ce grand retour du ventre mou. Ce soir reprend la Coupe d'Europe. On a un alléchant Arsenal PSG. On aura les autres clubs français également engagés. C'est la première semaine complète de Coupe d'Europe où il y a toutes les compétitions en même temps. Non, il n'y a peut-être pas la Conference League. Je crois que ça n'a pas commencé. Mais bon, comme on n'a pas de club français, on va pas tellement la suivre. Devant la plénitude, ou que je sais pas comment dire, enfin le nombre abondant d'affiches cette semaine, on va se concentrer sur les clubs français. On a déjà 6 matchs et on va nous donner un peu nos paris donc pour cette semaine européenne. Et on va commencer bien sûr avec, dans l'ordre chronologique, on va faire un peu différemment, Salzbourg contre Brest. Donc Salzbourg est à 1,70, 3,80 le nul, 4,63 Brest. Quelle est un peu ta take sur ce match Bah, sachant que Brest est allé chercher le nul au dernier match, c'est ça? Non, ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont gagné 2-1 contre Sturm Graz et Salzbourg s'est fait gifler par le Sparta Prague 3-0. Bah moi alors ça va dans mon sens alors parce que moi je sais pas mec depuis 6 mois parce qu'il y a eu la période du printemps, on s'était dit on sait pas si ça va durer ou quoi, de fait ça avait un peu régressé, mais là Brest ça repart bien en Ligue 1, putain ça joue bien et tout, t'as l'impression que on s'installe quoi, donc écoute je vais y aller, je vais dire une égalité entre Brest et Salzbourg quand même. Ok, donc toi tu pars sur le match Avec du nul but. à 3,80 Ouais. avec les deux équipes qui marquent, donc très bien, on va être un peu au-dessus des 4. Moi je trouve qu'il est pas facile à pronostiquer ce match-là. Je vais partir sur Brest qui ne perd pas, malgré qu'ils aient perdu 3-0 contre Auxerre en cours de semaine, enfin ce week-end. C'était étonnant, C'est la cote d'ailleurs, est à 2. Mais j'ai hâte de voir ce match. Rapidement, on enchaîne parce que c'était pas le match qui nous intéressait le plus. Arsenal PSG. Alors là, Arsenal est à 1,70, le nul à 3,83 et le PSG est quasiment à 5. C'est assez énorme. On rappelle que Dembélé n'est pas dans le Oui, groupe. oui. Bah, moi le truc c'est qu'Arsenal, j'aime beaucoup Arsenal moi, mais bon, on n'est pas non plus sur une équipe qui a l'habitude de très bien finir ses matchs, hein. La preuve récemment encore. Donc
Moi, je vois un match un peu fermé parce que malheureusement, Arsenal a tendance à jouer comme ça dans les matchs compliqués, qui peut-être finirait là aussi en égalité avec, j'espère, des buts. Mais Moi, je te suis sur le match nul, pas forcément pour les mêmes raisons, parce que je pense que les Parisiens n'ont pas les moyens d'aller gagner à l'Emirates dans l'état actuel des choses. En revanche, c'est la formule, là, pour le coup, le fait que tu aies 8 matchs, que tu aies, donc, sur ces 8 matchs, 2 matchs face à des chapeaux 1, donc tu pars du principe que tu sais que tu vas pas forcément les gagner, ceux-là, même si Arsenal est aussi très très bien classé en termes de chapeaux. Donc, entre guillemets, ils ne jouent pas leur vie, ni l'un ni l'autre. Et Arsenal a une course au titre très très compliquée en Angleterre. Ça a été un match arraché face à Leicester là, dans les arrêts de jeu ce week-end. Ouais, je vois bien le nul, entre guillemets, qui arrange tout le monde. C'est-à-dire que ce sera une désillusion pour personne et en même temps... Et c'est ce que je dis, Arsenal a malheureusement l'habitude de ce genre de combine où on fait ce qu'il faut faire, quoi. Après, si ça se trouve, mercredi matin, mes amis parisiens vont me tomber dessus, mais là, dans l'immédiat, je les vois pas gagner. Après, la vie est pleine de surprises. Hein. Oui, en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, dans ma tête, Arsenal va chercher l'égalité parce qu'ils peuvent, et PSG va chercher l'égalité parce qu'ils peuvent pas gagner. Bon, après. Ouais. Après, on parle beaucoup, c'est ce qu'ils vont gagner, mais sûr, voilà, sûr. c'est un ressenti. Une autre grosse affiche, celle-là, moi, je vais la regarder en priorité. C'est mon match de la semaine, Lille-Real Madrid. J'ai appris très récemment qu'à la surprise générale, Mbappé était dans le groupe alors qu'il était annoncé forfait pour 3 semaines. Oui, c'est bizarre. Bizarre cette histoire. Bon, peu importe. Lille-Real, est-ce que tu penses que Lille peut prendre un point ? Ou même gagner J'ai du mal à le voir. Je vais regarder le match parce que l'affiche me fait vraiment... Enfin, avec tout le respect que j'ai pour Lille, c'est toujours drôle de voir un club français qui est à une heure de train. Le Real, ils vont pas jouer leur vie non plus. Non, je vois par contre une victoire du Real, mais sans forcément un spectacle, hein, mais une victoire du Real quand même. Ouais, moi je vois une victoire du Real aussi frustrante parce que je pense que Lille va exister et donc va avoir quelques regrets. Je vois même les deux équipes qui marquent. Je pense franchement que les deux équipes vont marquer. Donc voilà, c'est coté à 3. Lille avec les deux équipes qui marquent. Le Real avec les deux équipes qui marquent. Donc assez intéressant. La Ligue des Champions, il y a un 4e et dernier match. Allait-on l'oublier ? Monaco qui va jouer à Zagreb. Alors on se dit intéressant, mais jouer à Zagreb, est-ce bien sympathique ? Après, vu le score qu'a pris Zagreb la semaine dernière. Ouais. Non, il est bizarre, hein. Cette affiche elle est dure à pronostiquer aussi. Même parce qu'il faut dire, les clubs comme Zagreb sont durs à pronostiquer aussi. Hein. Non, moi je vois une victoire de Monaco. Tu penses que Monaco fait le taf ? 1,70 à peu près. Alors pas sûr, hein. Je vois pas un gros match forcément. Je vois pas un Monaco qui s'installe. Honnêtement, on va pas le regarder le match. Hein. Alors celui-là, non. Non, surtout quand tu sais qu'il y a Lille-Real, parce que c'est au même moment, non ? Ouais. Non, on va pas mercredi, le regarder, 21h. mais je vois pas un Monaco qui s'installe, mais je vois un Monaco qui gagne quand même. Ok, moi je vois un match nul. Je pense que Monaco... Enfin, Zagreb a viré son entraîneur, c'est la crise et tout. Ils vont s'arracher et ça va être un match très moche. Et puis Monaco, il manque un peu de caractère parfois. Donc, ouais, et puis de toute façon, ils sont concentrés sur la Ligue 1, Monaco. Hein. Ouais, d'ailleurs, on devait en reparler. On en reparlera dans les prochaines semaine. Voilà pour la Ligue des Champions, mais c'est pas terminé. Il y a nos clubs, nos clubs domestiques en plus. La seule compétition qui nous rassemble entre Lillois et Niçois. Bon, c'est quand même très à droite, mais ça c'est un autre sujet. Le Racistico à 18h45, Lazio de Rome au GC Nice. Mussolini et Hitler font un bras de fer. Voilà. C'est dramatique. Alors bon, j'ai confié à Mathieu parce qu'on sort d'un bon match face à la Sociedad. C'est vrai, très bon match. Une Sociedad, par contre, parce que l'affiche fait kiffer et tout, une Sociedad qui tire la gueule. Hein. C'est en Liga, ils sont pourris, quoi. C'est super dur, donc on s'en sort bien. On aurait pu aller chercher la victoire. Par contre, là, la Lazio est en forme. Nous, un jour, Yana, c'est nos meilleurs joueurs. Le lendemain, c'est des cas sociaux. Donc, voilà, il y a un jour où tu mets 8-0 à Saint-Etienne et la semaine suivante, ton meilleur joueur, c'est Dante. Quoi. Voilà. Non. Jamais de la vie. T'as vu que Boulka voulait se barrer ? Ouais, me fait pas pleurer. Boulka, excellent en plus, c'est le dernier match contre Lens. Bref, je vois malheureusement encore une égalité, moi. Avec, j'espère, un but de notre part, mais je vois une égalité. Ok, moi je vois la Lazio gagner. Match de merde que je ne regarderai. Un match de merde, je regarderai que la première mi-temps. Voilà. Après, je suis basé. On peut faire des screens pour
pour montrer des racistes sur Twitter peut-être. Par contre, le match va être dégueu. Mais non, je mais pense. il y a des mecs qui ont dit ouah, ça va s'embrouiller. Mais non, ils sont d'accord entre eux, les Ah gars. oui, non, il y aura des serrages de main souci. à l'entrée. Mais je vais le regarder, moi, par contre, par fidélité, mais ça va être très dur, je pense. Ouais. Et l'autre match, alors moi je trouve cette affiche hyper sexy. Je pense qu'il faut quand même être fan de Lyon pour la regarder, mais les cotes, écoutez bien, donc c'est Glasgow Rangers qui ont gagné en championnat, qui ont gagné la semaine dernière en Coupe d'Europe, qui reçoivent Lyon et les cotes sont incroyablement serrées. 2,38 pour les Rangers, 2,62 pour Lyon, 3,37 le nul. On peut voir, moi je suis sur l'application BetClick, on peut voir qui a parié quoi. Les gens sont hyper partagés. On parie quoi Rangers Lyon, pardon, parce que c'est Rangers Lyon, c'est pas Lyon Rangers, ça peut compter. Écoute, moi, je pars sur une victoire de Lyon, moi. Mais T'y crois? carrément un spectacle, un 2-0, quoi. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah, moi j'en rêve. Bah, je m'en doute. Mais... Non, je sais pas. Écoute, Lyon est quand même super compliqué, mais on sait qu'il y a cette capacité à faire des matchs un peu ovni dans des périodes compliquées, quoi. Ok. Gift Orban qui fait une sorte d'aile de pigeon avec son cul et qui marque, quoi. Pourquoi pas. Moi je sais pas qui va gagner, mais je pense que la Lacazette va marquer. Et donc je suis actuellement en train de parier 20 centimes sur le but de la Lacazette. Tac. Cote à 4. Hein. But de la Lacazette ou son remplaçant. Après la Lacazette il sort pas toujours. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Mais allez, Rangers Lyon. Allez, victoire de Lyon. On y croit ? Ouais, on y croit. On y croit. Sur ce, on va conclure donc ce premier épisode de la saison 2. Pas mal ce du petit ventre retour là. mou. Ouais, bah ça fait plaisir. Je sais pas si ça vous aura fait plaisir. Mais Bah, je crois qu'il y a eu des pleurs quand t'as fait la story, je crois. Eh bah, après, on est parti, mais il y a quand même eu le vlog. Il y a eu le Si vlog. vous l'avez pas vu, quand même, je vous conseille d'aller le voir. Qui est le buzz en Ouais, plus. ouais, pour une fois qu'on a un peu de buzz. Ouais. On est à combien là ? Attends, je vais regarder. On est à 320 vues. Putain. C'est assez sympa quand même. Bah, quand tu vois l'euro. Ouais. Oh, ça va, 78 vues. Ouais, après c'est aussi un peu de buzz du C'est vrai. vlog qui s'est reporté. C'est vrai. Mais voilà. En tout cas, c'est une activité qui nous a un peu manqué. Et donc, théoriquement, c'est l'épisode 20, si je ne m'abuse. 20e épisode. On va essayer d'en faire autant cette année. Ouais, bien sûr. Et de vous régaler. On se dit à très bientôt. Et on va aller prendre nous notre goûter. Car c'est l'heure de manger. Allez, bisous.